suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Je suis donc maître de conférences et praticien hospitalier en microbiologie et hygiène hospitalière à l'université et au CHU de Montpellier. Et je vais donc vous parler du rôle de l'environnement dans la diffusion de l'antibiorésistance. Si j'arrive à passer mes diapos. Donc, la résistance bactérienne aux antibiotiques, c'est une préoccupation majeure de santé publique. On le sait tous, on en a tous bien pris conscience. Et c'est le cas au niveau hospitalier, mais également au niveau communautaire. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'environnement joue un rôle dans la diffusion de la résistance bactérienne? Alors, vous vous doutez que si j'interviens aujourd'hui, c'est que la réponse est oui. Elle est positive pour plusieurs raisons, et notamment du fait de l'origine naturelle environnementale de l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Après, cette résistance aux antibiotiques, même si elle est naturellement d'origine environnementale, elle va être drivée par des pressions de sélection que sont notamment la consommation antibiotique en médecine humaine et vétérinaire. Mais non, néanmoins, pour insister justement sur cette émergence environnementale, il y a une très belle publication parue dans Nature en début d'année qui a montré qu'en fait, l'émergence de la résistance à la méticilline n'était pas liée à la consommation de pénicilline, mais qu'en fait, c'est une émergence qui est beaucoup plus ancienne, qui a été datée de 1820 et qui a émergé chez le hérisson. Donc, la phylogénie a montré que le gène MEC porteur de la résistance à la méticilline a donc été pour la première fois identifié chez des hérissons au tout début du 19e siècle. Alors toutefois, c'est quand même important de bien prendre conscience que la consommation, et notamment la surconsommation aux antibiotiques, est un élément majeur qui va driver l'émergence et la résistance aux antibiotiques, avec donc des conséquences importantes en termes de thérapeutique, puisqu'on considère que dans les années 50, la résistance aux antibiotiques sera une des principales causes de mortalité chez l'homme. Et donc, depuis les années 40, avec la découverte, les années 20, avec la découverte de la pénicilline, et puis les années 40, l'homme a développé de nouveaux antibiotiques avec des utilisations de plus en plus importantes et massives. Et en 15 ans, on considère que la consommation mondiale, je ne sais pas pourquoi mes diapos passent toutes seules, je suis désolée. La consommation mondiale d'antibiotiques a augmenté de 65%, principalement dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles, et donc avec des phénomènes d'antibiorésistance de plus en plus prépondérants, et notamment en médecine humaine. Donc, l'origine de la résistance aux antibiotiques, comme je l'ai dit en introduction, elle est d'origine environnementale. Donc, l'environnement et les environnements naturels sont les réservoirs historiques de l'antibiorésistance. C'est lié au fait que dans l'environnement, les micro-organismes vivent dans des communautés complexes et diversifiées, avec des phénomènes d'interaction et de compétition entre ces différents individus, et notamment entre les bactéries et les champignons. Et donc, pour survivre au sein de ces communautés complexes, les micro-organismes ont développé des mécanismes de résistance naturelle avec la synthèse d'antibiotiques qui donnent donc un avantage sélectif de croissance pour les bactéries qui sont pourvoyeuses de cette antibiorésistance. Et au sein de ces communautés complexes, on va aussi avoir des possibilités de transmission de la résistance aux antibiotiques qui sont liées au support génétique de cette résistance, qui sont souvent portés par des éléments génétiques mobiles. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur la gauche de ma diapositive, on va avoir des possibilités de transmission verticale de l'antibiorésistance entre une cellule mère et les cellules filles, mais également des transmissions horizontales avec des acquisitions de novo entre différents individus et même entre différentes espèces bactériennes. Et donc, tout ça, ça permet la large diffusion liée à des transferts génétiques de l'antibiorésistance et donc une dissémination environnementale qui est vieille de plusieurs milliards d'années, mais il y a aussi des mécanismes de résistance qui sont plus récents, et notamment, c'est le cas des gènes CTXM chez les BLSE. L'antibiorésistance, elle menace tous les écosystèmes dans le monde, et parmi ces écosystèmes, l'environnement hospitalier est
largement favorable, on va le voir à travers différents exemples, à cette antibiorésistance, du fait qu'il concentre de nombreux facteurs qui vont être promoteurs de sélection et de diffusion de l'antibiorésistance. Alors, en milieu de soins, il y a des études qui montrent que l'hospitalisation dans une chambre précédemment occupée par un patient porteur de bactéries multirésistantes aux antibiotiques est un facteur de surrisque d'acquisition d'une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Et donc, ces éléments sont donc en faveur du rôle de réservoir de l'environnement pour la transmission de la résistance. On peut parler d'ailleurs de résistome, et on va le voir à travers différents exemples, avec donc ces supports génétiques de la résistance qui vont être impliqués dans le cycle de transmission des bactéries et de la résistance aux antibiotiques hospitalières. Et donc l'environnement hospitalier qui peut servir de rôle de source ou de relais de la dissémination de la résistance aux antibiotiques. Ce milieu de soins, il offre des environnements complexes et diversifiés qui vont permettre aux bactéries de trouver des niches, des réservoirs ou des relais pour la transmission de la résistance aux antibiotiques entre différents patients, et notamment dans des phénomènes épidémiques. À l'hôpital, on a des niches technologiques qui vont être favorables, notamment pour les bactéries INRI au sein des réseaux d'eau hospitaliers. Mais on a aussi de très nombreux dispositifs médicaux complexes qui peuvent être compliqués à désinfecter, à décontaminer, et qui vont eux aussi servir de réservoir pour certains micro-organismes et également de relais lorsqu'ils sont réutilisables, et qui vont pouvoir transmettre des micro-organismes entre différents patients. Il y a énormément d'études, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais des études qui montrent des épidémies qui impliquent notamment, par exemple, des endoscopes. Et puis, il y a des services de soins particuliers où des pressions de sélection vont être importantes, notamment ces secteurs de soins intensifs ou de réanimation, avec des pressions antibiotiques importantes. Mais on va voir que les pressions chimiques ou biocides peuvent aussi être des drivers d'antibiorésistance. Et donc, notamment dans ces services de soins particuliers, on a des écologies bactériennes spécifiques avec une forte endémicité des BMR. Et donc, tous ces facteurs sont favorables à l'émergence et à la transmission de la résistance aux antibiotiques. Bon, on ne découvre rien ensemble avec ces éléments, puisqu'on est tous confrontés dans nos hôpitaux à des épidémies de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, voire de bactéries hautement résistantes. Et donc, c'est un problème auquel on est confronté au quotidien. Donc, dans quelle mesure l'environnement peut être impliqué ? J'ai choisi de vous parler de cette étude qui a été publiée en 2017, et que je trouve extrêmement intéressante. Dans cette étude, les auteurs se sont posé la question de savoir quel était l'impact de l'organisation architecturale sur la dissémination de la résistance aux antibiotiques. Donc, c'est une étude qui est réalisée dans un secteur de réanimation. Et en fait, ils ont fait une étude avant-après entre deux configurations architecturales de leur secteur de réanimation. Donc, vous voyez une première configuration un peu à l'ancienne, j'aurais envie de dire, avec très peu de chambres individuelles, 2 chambres à 2 lits, et puis 2 open space de 6 lits de part et d'autre de leur secteur de réanimation. Et ensuite, ils ont déménagé dans un nouveau secteur de réanimation, comme vous pouvez le voir ici à droite, avec uniquement des chambres individuelles. Et donc, ils se sont demandé si cette nouvelle configuration avait un impact sur la dissémination de la résistance chez les patients hospitalisés dans leur service. En termes de suivi de l'endémicité des BMR, donc c'est ce qui est représenté sur cet histogramme ici. Donc, vous voyez, c'est une étude qui est sur plusieurs années, avec les différentes bactéries impliquées, représentées par différentes couleurs. Et donc, on voit qu'il y a différentes étapes dans leur suivi. En 2002, étant donné qu'ils avaient une forte endémicité des BMR et notamment des épidémies à Klebsiella, ils ont décidé de fermer leur secteur de réanimation, et ils ont réalisé un nettoyage, une désinfection approfondie des locaux, donc en faisant une mise à blanc environnementale. Et ensuite, ils ont réouvert, mais ils étaient toujours dans la configuration ancienne réanimation. Et donc, on voit que donc, très tôt en 2003, on avait une amélioration de l'endémicité des BMR, mais rapidement, une résilience et à nouveau une très forte endémicité de ces bactéries multirésistantes aux antibiotiques, ce qui a poussé d'ailleurs les médecins à mettre en place des protocoles de décontamination digestive. En 2017, ils ont à nouveau fermé cet ancien secteur de réanimation
et ils ont réalisé une nouvelle désinfection approfondie. Mais très tôt, à la réouverture, ils ont été confrontés à une épidémie d'Acinetobacter baumannii multirésistante aux antibiotiques. Et puis, courant 2009, ici, ils ont déménagé dans leur nouveau secteur de réanimation. Et donc, on voit que cette nouvelle configuration architecturale a permis de diminuer significativement la pression d'endémicité des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Et en plus de ça, cette diminution était pérenne dans le temps. Donc, ce qui montre que là, c'était vraiment la configuration architecturale qui était un des principaux facteurs pourvoyeurs de l'antibiorésistance dans leur secteur. Quand on regarde si ce déménagement avait également un impact significatif sur la transmission croisée, puisque la courbe dont je vous parlais, c'était BMR, toute BMR confondue, mais sans se poser la question de la transmission croisée entre les patients. Et donc ici, ils ont évalué les phénomènes de transmission croisée en génotypant les souches impliquées. Et donc, on voit qu'à partir du déménagement, ils n'ont plus observé de phénomène de transmission croisée. Alors bon, même si on peut peut-être douter qu'en réanimation, il y ait zéro transmission croisée entre les patients, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une différence largement significative entre l'ancienne configuration et la nouvelle configuration, ce qui montre bien qu'au-delà de la consommation antibiotique, l'organisation du service était promotrice de l'endémicité des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Au CHU de Montpellier, on a fait une étude dans le cadre d'un doctorat d'université afin d'évaluer l'influence de la contamination environnementale sur les situations épidémiques et épidémiologiques. Et donc, grâce à des prélèvements intensifs réalisés sur les surfaces dans des conditions hors épidémie ou lors d'une épidémie, donc vous voyez de très très nombreux prélèvements, on a montré que tout prélèvement confondu de manière assez brute, les surfaces des chambres des patients étaient significativement plus contaminées en situation épidémique que non épidémique. Et que donc l'environnement de soins joue un rôle essentiel dans la diffusion des bactéries productrices de carbapénémase. Ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est que situation hors épidémie ou épidémie, en fait, on s'intéressait uniquement de la contamination des surfaces dans les chambres des patients qui étaient porteurs ou infectés par des bactéries productrices de carbapénémase. Et donc, suite à cette observation, on a essayé de comprendre quelles étaient les voies de diffusion de ces BPC entre les patients. Donc, on s'est intéressé au cas particulier d'une épidémie dans un secteur de soins intensifs Grand Brûlé, épidémie qui a impliqué 6 patients porteurs ou infectés par 4 espèces différentes, toutes porteuses du gène NDM1. Et donc, on a réalisé 1804 prélèvements de surface, ce qui nous a permis d'isoler 144 souches d'intérêt. Par souche d'intérêt, j'entends les 4 espèces concernées, de génotypes similaires au génotype épidémique ou de génotypes différents et porteurs ou non du gène de résistance au carbapénème. Et donc, ce qu'on a montré, c'est les résultats qui sont représentés ici. Donc, vous voyez que les différentes couleurs qui représentent les différentes souches d'intérêt isolées. On a montré en fait qu'il y avait un gradient négatif des génotypes épidémiques du patient vers son environnement. Donc, ça veut dire que plus on était face à l'environnement proche du patient, plus on retrouvait les génotypes épidémiques porteurs de la résistance. Et donc, un gradient négatif, plus on s'éloignait du patient et moins on retrouvait ces génotypes épidémiques porteurs de la résistance. Mais par contre, on continuait à retrouver les espèces bactériennes concernées de génotypes différents, porteurs ou non du gène de résistance aux antibiotiques. Les réservoirs de génotypes cliniques présents dans l'environnement proche du patient montraient que l'environnement n'est pas le seul miroir des souches patients, mais qu'en plus de ça, prélever l'environnement offre un répertoire supplémentaire de populations microbiennes, génotypes et résistotypes dans l'environnement, ce qui suggère des phénomènes complexes, des cycles complexes de transmission entre l'environnement et son patient. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail ce qui s'est passé donc, au cours de cette épidémie, donc vous avez
représentés sur cette figure, les ronds qui représentent les souches cliniques isolées chez les patients, les carrés qui représentent les chambres occupées par les patients porteurs. Donc B, c'est un premier patient. Patient A ici, donc vous voyez que le patient A, il était porteur de différents génotypes et de différentes espèces. En fait, il avait les 4 espèces impliquées dans l'épidémie ici. Donc ici, ce sont ces chambres. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce que vous montre cette figure, c'est qu'en fait, il y a eu des phénomènes complexes de transmission de certains génotypes patients à son environnement, mais également des transmissions uniquement plasmidiques entre patients, patients-environnement ou relayées par certaines chambres. Et donc, vous voyez notamment la chambre 34-35 ici, qui n'a jamais hospitalisé de patients impliqués dans l'épidémie, mais qui, par contre, pour lequel on a retrouvé le plasmide porteur de la résistance NDM et qui a secondairement été le relais de transmission au dernier patient, le patient F ici. Donc, c'était un Escherichia coli NDM1. Et donc, cette transmission de l'environnement au patient et du patient à l'environnement montre bien que les épidémies bactériennes et plasmidiques peuvent être relayées par l'environnement de soins. Et donc, parmi les différents environnements à l'hôpital qu'il faut considérer, il y a notamment les siphons qui sont décrits dans la littérature comme des hotspots de transmission de la résistance, de persistance de la résistance, et notamment de la résistance au carbapénem. Alors, il y a plein de publications, mais j'ai choisi de vous parler de celle-ci que je trouvais assez emblématique. Dans cette étude, les auteurs ont fait un suivi longitudinal de la transmission intra- et interespèce du gène BLACAPC. Ils ont donc isolé 23 souches de Klebsiella casei-pneumoniae issues de 3 patients et de 6 chambres dans leur secteur. Et en fait, ils ont montré, grâce à leur étude, que l'épidémie de ces 3 patients, qui impliquaient également 6 chambres dans leur secteur d'hospitalisation, était en fait liée à initialement l'ensemencement d'un siphon par une souche de Serratia marcescens qui était isolée chez un patient et qui était porteuse d'un plasmide qui avait le gène KPC. Et donc, l'hospitalisation de ce patient a entraîné donc, la transmission de la souche au niveau du siphon de la chambre. Et donc, dans ce siphon, Serratia a rencontré Klebsiella casei-pneumoniae et lui a donc transmis son plasmide. Et ensuite, par des phénomènes de recombinaison, le gène BLACAPC, le plasmide porteur du gène BLACAPC a permis le réarrangement génétique avec des phénomènes de transposition et recombinaison homologues entre les 2 plasmides présents au sein de la cellule, et donc la diffusion de la résistance au carbapénem entre ces 2 espèces, qui a ensuite été transmise à d'autres patients hospitalisés. Et donc, vous voyez dans cette étude que les siphons sont des environnements favorables à la constitution d'un résistome dans un secteur de soins, et probablement que face à des phénomènes épidémiques non contrôlés, investiguer les siphons peut être un élément important pour maîtriser cette épidémie. Et justement, pourquoi les siphons? Parce qu'en fait, au niveau des siphons, on peut avoir assez facilement du biofilm qui va s'installer. Et le biofilm, c'est vraiment le milieu hyper favorable pour la transmission de la résistance entre micro-organismes. Donc, les biofilms, ce sont des matrices complexes de communautés bactériennes qui vont être protégées par une matrice extracellulaire. Et justement, cette protection fait qu'on va avoir une moins bonne pénétration des antibiotiques qui vont se retrouver au sein des biofilms en concentration subminimale inhibitrice. Et ça génère donc des microcosmes facilitateurs de transferts horizontaux de gènes de résistance, puisque ces concentrations subinhibitrices vont être des pressions de sélection favorables à l'émergence et la transmission de la résistance, notamment en favorisant les transmissions d'éléments génétiques mobiles tels que les plasmides, conjugatifs ou non, les transposons intégrons, etc. Et en plus de ça, au sein de ces matrices complexes de biofilms, on a des cellules qui sont mortes et qui vont offrir des vésicules membranaires qui vont, elles aussi, favoriser la transmission génétique entre différentes bactéries du biofilm. Et donc, vraiment, au sein de ces matrices complexes, on a des échanges massifs de gènes d'antibiorésistance.
Alors, une autre étude dont je voulais vous parler, qui est en fait une revue de la littérature que j'ai trouvée particulièrement intéressante, et notamment dans le contexte de pandémie qu'on a connue, qu'on connaît toujours, mais quand même à moindre importance ces derniers mois. Donc, dans cette revue de la littérature, les auteurs se sont posé la question de savoir quel impact les pressions biocides répétées pouvaient avoir sur l'antibiorésistance. Donc, on a quand même utilisé de manière massive des biocides en milieu hospitalier, mais pas que, également dans l'environnement domestique, hein. On se souvient tous de ces images de bus désinfectés quotidiennement, voire pluriquotidiennement. Et donc, cette utilisation massive de biocides peut-elle avoir des conséquences sur l'émergence la tolérance, de la tolérance ou de la résistance aux biocides et de mécanismes croisés de résistance aux antibiotiques? Et puis, est-ce qu'il y avait un risque de transmission à l'homme? Donc, déjà, dans cette revue de la littérature, les auteurs refont le point sur les différents mécanismes de résistance aux antibiotiques, quels sont les gènes de résistance, les éléments génétiques mobiles et les voies de transmission. On ne va pas les détailler ensemble, ils sont représentés sur la figure ici, mais donc vous pouvez voir que les bactéries ont quand même énormément de possibilités, énormément de moyens et de supports génétiques pour transmettre la résistance entre différents individus. La tolérance, la résistance aux biocides, elle est souvent liée à la présence de pompes d'efflux chez les bactéries. Vous avez sur cette figure les 5 familles identifiées de pompes d'efflux. Donc, ce sont des pompes qui permettent de faire ressortir le biocide une fois qu'il est rentré au niveau intracellulaire. Donc, les différentes familles sont listées ici. Vous voyez que ces familles de pompes d'efflux, elles peuvent être généralistes ou spécifiques d'une famille de molécules et pour les pompes qui vont cibler des molécules spécifiques, ben, on peut avoir par exemple la famille Multidrug and Toxin Extrusion qui va permettre donc de faire ressortir de la cellule notamment les aminoglycosides ou les fluoroquinolones. À nouveau, donc dans cette revue de la littérature, les auteurs font un petit focus sur les biocides et donc au même titre, sur les biofilms, et donc au même titre que les antibiotiques, les biocides par les mêmes mécanismes peuvent entraîner des pressions de sélection au sein des biofilms qui vont favoriser les échanges génétiques. Et c'est lié là aussi à une moins bonne pénétration des biocides à l'intérieur de la matrice du biofilm. Et donc ça entraîne des modifications de l'expression des gènes et des conséquences phénotypiques et puis des échanges de supports de résistance entre les micro-organismes. Et donc, en conclusion, les auteurs montrent que l'utilisation accrue des biocides dans le contexte Covid sont des facteurs qui augmentent le risque de sélection de bactéries résistantes aux biocides, mais également avec des résistances croisées avec certains antibiotiques, et donc un risque potentialisé d'exposition à des bactéries multirésistantes par contact de l'homme avec son environnement. Un autre point dont je voulais parler, c'est la tolérance au cuivre, et notamment chez Pseudomonas aeruginosa. Le cuivre qui est utilisé dans les réseaux d'eau hospitaliers notamment ou pour recouvrir certaines surfaces de soins, va donc exposer certains micro-organismes et notamment Pseudomonas aeruginosa de manière récurrente à ce métal. Et on va voir que ça peut avoir des conséquences en termes de résistance aux antibiotiques. Donc, Pseudomonas aeruginosa, qui est un agent majeur d'infection associé aux soins, il a un succès hospitalier qui est lié à sa capacité de persistance, notamment de persistance environnementale. C'est une bactérie qui est caractérisée par une grande plasticité génomique et des capacités adaptatives importantes. Il est naturellement résistant à certains antibiotiques et il est également capable d'acquérir assez facilement des résistances aux antibiotiques, et il est défini comme tolérant naturellement au cuivre, étant donné que le cuivre est un élément important pour son homéostasie. Donc, vous avez ici sur cette figure l'homéostasie du cuivre chez Pseudomonas aeruginosa et les différents acteurs impliqués dans cette homéostasie. Donc, on voit qu'il y a vraiment énormément de protéines impliquées dans cette homéostasie. Et par contre, cette bactérie est capable de devenir résistante au cuivre. Cette résistance, elle est liée à l'acquisition d'un îlot génomique, l'îlot GI7.
Et en fait, cette résistance va avoir des conséquences puisque des publications montrent qu'il peut y avoir des résistances croisées avec certains antibiotiques, comme avec les biocides, cette résistance croisée va être médiée par des pompes des flux. Mais il y a également des phénomènes complexes de co-résistance avec les antibiotiques qui est liée à des transferts horizontaux de gènes, et puis une co-régulation des mécanismes de résistance au cuivre et aux antibiotiques, avec donc des conséquences importantes en termes d'antibiorésistance. Si on s'intéresse maintenant aux environnements hydriques urbains, donc on sort un peu de l'hôpital. Et dans cette étude, les auteurs se sont posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un lien entre la biodiversité bactérienne dans les écosystèmes hydriques urbains, la présence de gènes d'antirésistance aux antibiotiques et le degré d'anthropisation. Donc, c'est une revue de la littérature. Ils ont compilé les résultats de plusieurs données sur les hydrosystèmes urbains. Ils ont donc identifié les différentes bactéries présentes dans la biodiversité et également la quantité ils ont quantifié les gènes d'antibiorésistance avec donc, vous voyez, quand même des écarts importants entre Stockholm et Bogota, par exemple. Et dans cette revue de la littérature, ils ont montré qu'il y avait un lien entre la biodiversité, le degré d'anthropisation et l'antibiorésistance. En fait, dans les milieux fortement anthropisés, ils identifiaient un plus haut degré de biodiversité qui était associé à un plus faible niveau d'antibiorésistance, contrairement aux zones plus faiblement anthropisées pour lesquelles la biodiversité était plus faible, mais cette plus faible biodiversité était associée à un plus haut niveau d'antibiorésistance. Donc, pour conclure, on l'a vu ensemble, les pressions d'émergence et de transmission de la résistance aux antibiotiques, initialement, la résistance, elle est naturelle, elle est liée à la compétition intracommunautaire entre les différents micro-organismes, y compris dans les milieux, les environnements anthropisés. Néanmoins, il y a quand même des pressions qui vont un petit peu accélérer l'émergence et la transmission, donc des pressions évidentes que sont les antibiotiques, les antiseptiques ou encore les biocides, mais il y a également des pressions un petit peu moins évidentes. On a vu l'exemple du cuivre, on aurait pu aussi parler d'autres métaux, notamment des métaux lourds, et puis il y a énormément aussi de publications qui s'intéressent aux conséquences de la présence de microplastiques dans les environnements anthropisés et l'émergence aux antibiotiques. Donc on voit que finalement différentes pollutions peuvent être aussi promotrices de l'antibiorésistance. Alors, à l'hôpital, on a une source de résistance qui est évidente là aussi, c'est le patient porteur, le patient infecté par une bactérie résistante aux antibiotiques. Ce patient, il peut contaminer de manière plus ou moins importante son environnement, et notamment son environnement proche. Et je pense que c'est important, dans un contexte épidémique, de considérer le patient et son environnement comme une même unité de transmission, avec, donc on l'a vu, des mécanismes, enfin des voies de transmission patient-environnement assez complexes, et donc l'environnement de soins qui peut servir de relais réservoir dans des phénomènes épidémiques entre patients, mais également à l'échelle d'un service de soins. Différents hotspots de transmission de gènes de résistance, et notamment au sein des biofilms, et encore plus au sein des biofilms sous pression de sélection, pression antibiotique, biocide par exemple. Il existe donc un continuum environnemental qui va être favorable à la dissémination de la résistance et qui n'est pas restreinte du patient à l'environnement de soins, mais qui va au-delà dans les environnements urbains et dans les hydrosystèmes. Donc l'environnement qui est le troisième compartiment à prendre en compte dans la lutte contre l'antibiorésistance, notamment si on veut vraiment lutter contre l'antibiorésistance, il faut penser One Health, et on l'a bien dit en introduction ce matin. Et donc je voulais, pour conclure, vous parler de ce rapport de l'ANSES de novembre 2020 sur l'antibiorésistance et l'environnement, état et causes possibles de la contamination des milieux en France. Et donc, dans ce rapport, vous avez donc un focus qui est fait sur les différentes pressions antibiotiques en médecine humaine vétérinaire, les conséquences sur l'environnement en termes de dissémination des antibiotiques, des bactéries résistantes aux antibiotiques et des supports génétiques
de la résistance aux antibiotiques, et donc avec toutes ces conséquences directes de la consommation antibiotique en médecine vétérinaire et humaine sur les environnements, qui est donc ce troisième compartiment. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez.